plaisir de vous retrouver dans ce plateau spécial qui reçoit pour vous Monsieur Jean Boucher. Il est président de la diaspora congolaise en France. L'émission va porter sur l'apport de la diaspora congolaise en France pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous le saurons tout à l'heure. Monsieur Jean Boucher, bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de revenir au pays et d'être reçu sur la chaîne nationale pour porter le message des Congolais de l'étranger qui vivent en France. Comment vont ces Congolais de l'étranger qui sont en France? Bon, les Congolais de l'étranger qui vivent en France ont une particularité, c'est que physiquement ils sont en France, mais spirituellement ils sont sur le double espace, à la fois en France et ici en République démocratique du Congo. Ce qui fait que lorsque le pays souffre, eux aussi souffrent. Lorsque les parents souffrent, eux aussi souffrent. Lorsqu'il y a des problèmes ici dans la communauté, eux ils souffrent. Mais ceux qui souffrent doublement pour le fait qu'ici vous souffrez, mais aussi parce qu'ils ont aussi leurs problèmes spécifiques. C'est ça un peu la caractéristique des Congolais de l'étranger. Je crois que c'est comme ça pour toutes les diasporas, pas seulement pour la diaspora de France. On parle justement de cette communauté que vous dirigez en France, mais à un certain moment, les Congolais avaient une très mauvaise image de la diaspora, qui était beaucoup plus composée des combattants, pas de concerts, pas d'hommes politiques qui peuvent visiter la France. Est-ce que cette mentalité, il y en a encore aujourd'hui? En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur, de me donner l'occasion de dire un mot là-dessus. La mauvaise image qui a été véhiculée, c'est tout simplement par des gens qui ne voulaient pas le bien de ce pays. Ce que vous avez appelé le mouvement des combattants, c'est une frange de la communauté congolaise de l'extérieur qui avait, avec raison, trouvé que le pays était en danger. Le danger parce que le régime qui est parti avait tout muselé. Le régime qui est parti, vous voyez que n'avait pas mis en place des outils pour que le pays s'engage dans la voie du développement. Et nous avions, du moins cette frange-là des Congolais de l'étranger, avait estimé qu'il y avait beaucoup de distractions. Communément appelés combattants. Voilà, communément appelés combattants. Ils avaient estimé qu'il y avait beaucoup de distractions au lieu que le peuple soit focalisé sur le problème réel. Parce que déjà, à cette époque-là, on parlait de la guerre à l'Est. Pendant qu'à Kinshasa, tout le monde était dans l'ambiance. Donc on a assimilé, mais je crois que c'était une bonne chose, puisqu'aujourd'hui, avec du recul... Ah non, il ne faut pas encourager ça. Bonne chose, lapider les politiciens et puis les musiciens ne peuvent pas se produire. Non, ce n'était pas ça. Le problème, je ne dis pas de la bonne chose de la violence, je ne dis pas ça. Okay. Mais je dis que le fait d'avoir pris comme décision d'éveiller les consciences, c'était ça l'objectif en fait. Les consciences de nos compatriotes qui sont restés ici, mais en partant de là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que, au lieu, c'était la réflexion à l'époque, maintenant on peut en parler librement, au lieu d'éduquer les masses, puisque la culture c'est aussi fait pour ça, on a trouvé que tous les musiciens, à l'époque là, étaient là pour encenser les dirigeants politiques. Et pour eux, ils estimaient que non, ça ne doit pas être ça, le rôle des musiciens. Il faut que les musiciens chantent le travail, chantent l'amour de la patrie. Donc ça, pour eux, c'était ça, par exemple. Deuxièmement, ils ont estimé que les églises, comme qui dirait quelqu'un, c'était devenu l'opium du peuple. C'est-à-dire que les gens partaient à l'église. D'ailleurs, à l'époque du maréchal Mobutu, il avait déjà dénoncé ça. Donc les gens partaient à l'église du matin au soir. Alors ils se demandaient, mais nous qui sommes là-bas en Europe, nous vivons en Europe, partant de pluie, de brouillard ou de neige, on doit aller au travail. Oui. Et quand on va au travail, c'est pour travailler pendant 8 heures. Oui. Mais il y en a qui font même 12 heures, mais 12 heures de travail et pas 12 heures au travail. Alors ils ne comprenaient pas, et je crois que c'est aussi le cas aujourd'hui, que les gens puissent aller dans les églises du matin au soir pour justement chercher des miracles. Ça crée de la paresse. Donc pour chercher des miracles, il faut travailler. Il faut travailler puisque le Dieu lui-même c'est résumé au travail. On revient dans le vif du sujet, l'apport de la diaspora congolaise
pour le développement de la République démocratique du Congo? La diaspora congolaise de l'étranger, de France en particulier, apporte beaucoup au développement de ce pays. Comme quoi, hein? Déjà, il y a une expression, mais on le dit tout à fait, d'une manière tout à fait affectueuse. On dit que chaque Congolais de l'étranger paye chaque mois l'impôt familial. Ça veut dire quoi? On sait que la crise... C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est la vérité. Oui. Quand on dit l'impôt, je dis bien affectueusement. On comprend. C'est-à-dire que, on comprend. Voilà, on sait que la crise qui a sévi le monde entier a frappé durement la RDC. On vous appelle ici les professionnels ou les internationaux. Oui. Oui. Quand il y a un cas de deuil, on dit non, on va appeler les professionnels. Oui, c'est ça. Oui. Alors, mais on ne peut pas. Puisque vous savez, lorsqu'on envoie, ça a été documenté, il y a des rapports, même de la Banque mondiale, des organismes sérieux, les Congolais de l'étranger envoient au pays plus de 4 milliards de dollars américains par an. 4 milliards. Oui. Donc, vous voyez, c'est documenté. C'est documenté. Oui. Il y a des rapports. OK. Donc, alors vous comprenez que c'est une manne formidable. Mais jusqu'à présent, on se dit, mais cet argent n'est pas canalisé vers les investissements. Je dis non, on ne peut pas. Pour le moment, on ne pouvait pas canaliser ça vers les investissements. Parce qu'on envoie ça pour soutenir la scolarité. Vous vous souvenez, avant la gratuité de l'enseignement, il fallait tout payer. Donc on doit envoyer. On envoie ça parce qu'il y a le cas de deuil. On envoie ça parce qu'il y a justement des problèmes familiaux. Vous voyez? Donc à partir de là, on ne peut pas dire que les Congolais de l'étranger n'aident pas le pays. Non, ça c'est vraiment une mauvaise langue. Deuxièmement, on voit bien que chaque Congolais de l'étranger, du moins ceux de la France, moi je suis content parce que vous avez étudié là-bas, vous êtes venu de là-bas aussi. Vous voyez bien que quand vous êtes en Europe, vous arrivez à travailler, comme je l'ai dit, 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Et quel est le réflexe de tout Congolais de l'étranger lorsqu'il a un peu de sous? Il pense au pays pour venir investir dans la pierre. C'est pourquoi, moi je suis de Lemba, mais quand j'ai eu un peu d'argent, le réflexe c'était d'acheter. Vous avez construit à Matete? Mais oui, j'ai construit. C'est ça aussi l'apport. Hein. Mais lorsque nous construisons, c'est aux normes. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, à Lemba, nos toilettes étaient derrière la maison. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, quand nous construisons, les toilettes sont à l'intérieur. Il y a eu même l'éducation, puisque nous, on pensait que les toilettes à l'intérieur de la maison, ça va sentir mauvais, etc. Vous avez exporté cette culture occidentale. Voilà, donc il y a l'amélioration de mieux-être. Ici, je peux aussi évoquer tout ce que les Congolais font d'une manière tout à fait individuelle, mais aussi collective. Individuellement, il y a beaucoup de Congolais qui ont investi dans ce pays, mais par leurs propres moyens, sans aucun apport, y compris l'apport même des banques d'ici. Ils apportent le cash, ils créent une unité de production. Il y en a. Je peux vous citer, il y a beaucoup d'écoles qui sont construites par les Congolais de l'étranger. Il y a notamment de France. Il y a des sociétés de construction. Il y a des centres de formation qui sont créés collectivement par les Congolais de France. Donc, l'apport des Congolais de l'étranger au développement de la RDC est indéniable. Mais qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est que, je me souviens, le 19 juin 2021, il y a eu un grand colloque à l'ambassade de la RDC, dans l'enceinte de l'ambassade, en France. À Paris. À Paris. Le colloque, c'était sur comment, ça c'est l'intitulé, comment et dans quelle mesure les Congolais de l'étranger peuvent-ils participer efficacement au développement du pays. Il y avait le mot efficacement qui était mis en exergue. Et parmi, quand on a fait le brainstorming, on a fait l'état des lieux, on a évoqué tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire donc les aides que nous envoyons aux familles. On a évoqué des initiatives privées qui sont légion. Moi je peux vous en citer. Et d'ailleurs, l'année prochaine, au mois d'avril, si Dieu le veut, comme on parle ici, il y aura ici la deuxième édition de la Semaine du développement. Ça va se tenir à Kinshasa. À Kinshasa. Ça sera ici. C'est-à-dire que
on va venir et nous allons inviter la caméra de la RTNC pour nous accompagner, qu'on puisse filmer toutes nos grandes réalisations. Des écoles qui sont construites par les Congolais de l'étranger. Oui, oui, ça c'est au niveau des efforts personnels. Mais est-ce que vous ne jouez pas le rôle d'interaction ou d'interface, allais-je dire, avec des partenaires qui sont à l'étranger pour venir investir aussi en République démocratique du Congo? Ce travail de plaidoirie et de lobbying, nous le faisons. Moi, je suis très heureux de vous dire que déjà, à l'époque, il y avait un ambassadeur en France, d'heureuse mémoire, il nous a quittés depuis, c'est M. Idi Angoulou. Quand il était en France, et il s'est appuyé sur nous, j'étais le président de la PACOF et je le suis encore, la plateforme des associations congolaises de France. Et nous avons œuvré pour le jumelage de la ville de Douvrin, dans le nord de la France, avec la commune de la Gombe. Et ce jumelage a été conclu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la grande structure fêtière que nous avons créée avec l'appui de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le professeur Émile Ngouya Kasongo, que je salue. Et c'est l'occasion aussi, nous étions très heureux, on avait même adressé un mot de félicitations au chef de l'État. Vous aviez salué sa venue? On avait salué, on l'avait accueilli vraiment avec beaucoup de joie. Il était ému aux larmes. Nous sommes cotisés et on a loué les salons Hoche pour l'accueillir. Parce que nous avions trouvé que le chef de l'État avait fait un bon choix. Et nous l'avons reçu au salon Hoche. Je peux vous dire que tout le monde qui connaît la France, les salons Hoche, je ne sais pas, je peux comparer ça. C'est la classe. C'est la classe. Et ça nous avait coûté, je peux le dire aujourd'hui. Mais pourquoi vous donnez les chiffres, pourquoi? Ben voilà. Soyez modeste et humble. Voilà. Donc merci. On l'a reçu et il nous le rend aujourd'hui très bien. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Il était étudiant. Parce qu'il a étudié en France. Oui, il était étudiant en France. Et nous étions tous étudiants. Lui, il avait plus. Mais ça, il faut le dire. Hein, Émile Ngoyi, c'est un homme exceptionnel. Partout où il est passé, il a laissé des empreintes. Il a été ministre de l'économie. Il a créé ce qu'on appelait Forum national économique. Exact. Il a été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a créé cette mutation de l'IPEN à l'UPN. Il était à l'OGEFREM. Aujourd'hui, l'OGEFREM respire. Fleuron. Partout il passe. L'école ici qu'on appelait l'école de commerce ici sur... ça, IEC, ex-IEC. Voilà, aujourd'hui, c'est une Émile, école... là où il passe, en tout cas, c'est parmi les valeurs de ce pays. Oui. Et je ne m'en doutais pas un seul instant de faire ce témoignage sur sa personne. Non, parce non, que vraiment, je les connais aussi personnellement. Sans fausse modestie. Puisque voilà ce qu'il a mis en place. C'était pour justement que nous puissions être des acteurs, mais des acteurs majeurs dans le développement de notre pays. Vous voyez cette année, lorsque lui, il est venu, il aura 2 ans le 15 novembre. Mais c'est comme s'il était là depuis des années, quoi. Aujourd'hui, l'ambassade respire. L'ambassade rayonne. Tous les ministres, mes excellences, qui viennent, ils les témoignent. Donc l'ambassade est devenue aujourd'hui la maison commune. Ok, on sent. Il y a quand même un peu de passion quand vous parlez d'Émile Ngoyi. Allez, on revient sur l'apport de la diaspora. Vous savez, la passion, c'est parce que je suis témoin pendant plus de 43 ans. Oui. J'ai vu défiler les ambassadeurs. Oui. Mais chaque fois, j'étais toujours invité le 30 juin pour aller fêter. Mais il n'y avait pas une vie culturelle comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ambassade rayonne. Rayonne. Okay. Alors, donc, vraiment, cette parenthèse, c'était pour dire que non, lorsque nous sommes bien structurés, nous pouvons aider efficacement le pays. Nous pouvons participer. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu? Notre apport ne se limite pas seulement à l'envoi de l'argent. Prenons le cas cette année. Nous sommes en 2025. Le 27 janvier de cette année, un événement s'est déroulé dans notre pays. Triste événement. C'était l'invasion au grand jour d'une partie de notre pays à l'Est par le Rwanda. Alors là c'est vrai, parce que la diaspora a vraiment réagi vigoureusement, à manifester, et ça fait peur à certaines autorités, surtout en France. Il y avait une grande mobilisation. Spontanément, les jeunes nés et grandis en France. Vous savez, vos enfants. Nos enfants.
Qui n'ont jamais été ici. Qui n'ont jamais été ici. Mais qui gardent leur patrie. Je vous l'ai dit. Étaient les porte-étendards. Ils se sont soulevés. Ils se sont soulevés et on a battu le pavé. On a battu le pavé avec ces enfants. Vous savez, il y a des jeunes, je cite ici, je voudrais les saluer au passage. Un jeune qu'on appelle Sébastien. Il est à la tête d'un mouvement qu'on appelle MLK Security. Ça veut dire? Donc c'est un mouvement de jeunes qui se veulent les jeunes d'excellence. Ok. Donc ça dit eux-mêmes. Vous voyez? Et derrière lui, il y a un jeune aussi qu'on appelle Guénor Zongo, mais des gens qui assurent eux-mêmes la sécurité lorsqu'il y a des événements, gratuitement. Il y a des femmes. Une jeune femme qui a grandi en France, qui s'appelle Merveille, et avec une structuration de jeunes filles, que vous avez vu lorsqu'il y a eu des marches. Donc, il y a à côté de ça, la Madame Fernandez, les jeunes filles, mais leur âge aussi entre 15 et 36 ans. Vous vous rendez compte? Et ce sont ces jeunes-là. Nés en Europe. Nés en Europe. Et le Rwanda se croyait tout permis. Mais tout ce qu'il y a eu comme rapport selon lesquels le Rwanda avait envahi la RDC, le Rwanda niait. Il niait. Donc on le voit, depuis le rapport mapping, depuis tout ce qu'on peut donner comme rapport, le Rwanda disait qu'il n'est pas en République démocratique du Congo. Il n'y a que les Congolais entre eux. C'était le mensonge. C'était le mensonge. Mais alors qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez vu, on a marché le 1er février, une grande marche des jeunes, avec nous. Vous ça, c'est à Paris. À Paris, en France. Mais il y a eu aussi d'autres marches, hein, en Belgique, mais bien sûr, au Canada et partout ailleurs. Bien sûr, mais tout est parti d'abord de la France. Oui. Tout est parti de la France et comme il traînait de poudre, ça s'est répandu à travers toute l'Europe. Et c'était bien comme ça, y compris au Canada. Vous voyez? Mais les marches là, c'est pourquoi? C'est parce que nous pensons que pour la première fois, nous étions très heureux pour ça, nous sommes très fiers de ça, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu désigner l'agresseur. Or, à l'extérieur, on savait toujours que non, c'est le Rwanda, avec Tutsi Power. Mais les officiels ne le disaient pas. Ne le disaient pas. Oui. Il fallut l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dénoncer officiellement et citer nommément le Rwanda comme pays agresseur. Mais est-ce que, de la lecture que nous avons de l'extérieur, on a l'impression que le chef de l'État n'a pas été suivi par les instances qui doivent théoriser, l'accompagner, qui doivent théoriser ce qu'il dit. Vous voyez? Oui. Donc il y a un décalage. On a vu, parfois il fait un discours de 6 minutes et puis les gens n'arrivent pas à bien l'interpréter, etc. C'est plus tard qu'on dit non, il voulait dire ça, il voulait dire ça. Vous voyez? Lorsqu'il a dit que non, c'est le Rwanda qui nous agresse, les gens disaient non, mais écoutez, ils cherchent toujours des boucs émissaires, etc. etc. Vous voyez? Mais c'est pourquoi il peut compter sur les Congolais de l'étranger, notamment de France. Nous l'avons démontré. Mais tout ce dont nous parlons ici, la marche du 1er, avec MLK Security. Derrière, il y a un jeune, mais heureusement, ses parents sont aussi là-bas en France, Bronx. C'est-à-dire, nous faisons des marches, ça coûte cher, puisque nous achetons des mégaphones. C'est de l'argent. De l'argent, on doit faire les pancartes, on doit... Tout ce que vous voyez là... On vous sponsorise? Personne. Et c'est ça notre avantage, parce qu'on n'attend rien de personne. Donc c'est un mouvement spontané. Ces jeunes qui ont la RDC dans l'âme, agissent par patriotisme. Et nous sommes là derrière avec eux. Nous sommes avec eux. Et puisque aujourd'hui, quand je donne un mot d'ordre, tout le monde descend. Très bien. Vous faites quoi à Kinshasa? À Kinshasa, je suis venu puisqu'il y avait deux choses. Il y a d'abord, la première, c'est que j'étais invité pour représenter les Congolais de l'étranger en tant qu'une frange de la société civile au congrès qui a eu lieu de l'Union sacrée. Donc j'ai représenté ces Congolais et je suis content de l'avoir fait parce que ça nous a permis de faire avancer certaines de nos idées. Nos idées se résument en ceci. Nous sommes là pour aider aussi le gouvernement, il faut qu'on mette en place une politique réellement qui intègre l'apport des Congolais de l'étranger. Quand on dit politique, c'est que on définit
on définit un certain nombre de choses, on met en place des outils d'encadrement, d'accompagnement que les Congolais de l'étranger... Vous espérez que vous étiez entendu? Bon, je pense que oui, parce que on commence à être entendu. Nous avons vu, lors de remaniement ici, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on a créé un ministère délégué qui s'occupe de l'entrepreneuriat, de la francophonie et de la diaspora, qui est dirigé par son Excellence Crispin Mbadou. Mais avant, il y avait quand même ce vice-ministère qui s'occupait de Congolais et l'étranger. Vous voulez quoi encore? Il faut qu'il y ait un ministère uniquement pour la diaspora, pour les Congolais et l'étranger? Ça serait comme mérité. Ça a eu lieu dans ce pays? Ça serait mérité. Pourquoi? Parce que les Congolais de l'étranger, ça doit être une frange de la population dont les actions sont transversales. Vous voyez? Parmi nous, nous avons des entrepreneurs. Parmi nous, nous avons des étudiants. Des médecins. Des médecins. Nous avons, il y a les religieux. Parmi nous, nous avons tout ça. Vous voyez? Et nous avons des jeunes. C'est multisectoriel. Multisectoriel. Donc, ça mérite bien un ministère à temps plein. Mais là, déjà, avec le ministère délégué, moi, je suis venu, je pense, avant que je ne rentre, il m'avait promis, il va me recevoir, puisqu'il était tout le temps en déplacement. Je parle de son Excellence Crispin Mbadou. Et il m'a dit non, Président, on doit faire une séance de travail. Donc j'attends ça. Nous, on ne cherche pas... vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous dénonçons. On n'est pas là pour dire, voilà... On doit pas la recherche de postes. Non, ça c'est un procès d'intention, de mauvaise intention. C'est pas bon. Et puis ça nous fait mal. Ça fait mal parce que, vous voyez, quand nous venons, on ne vient pas pour demander les postes. Mais parfois, nous stigmatisons les gens qui sont venus, mais qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Vous voyez, ça aussi, on le dit dans nos colloques, dans nos conférences. Vous voyez, mais nous, en même temps, nous sommes exigeants. On dit qu'il est temps, c'est le message que nous avons adressé même à son Excellence, le chef de l'État, pour dire non, le moment est venu où il faut qu'à tous les niveaux, on puisse mettre en place des critères je peux dire, des recrutements basés sur des choses objectives, du genre avoir quand même un certain passé dans le secteur concerné, avoir une certaine expérience ou justifier de certaines compétences. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On le dit et c'est devenu ici en RDC comme un slogan. D'accord. C'est pas ce que nous voyons. D'accord. Allez, on entre dans l'actu. Hein. L'actu, c'est ce discours, cette intervention du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Ça a eu lieu hier, tard la nuit. On a même travaillé. Moi, j'ai quitté ici vers 4 h du matin. On attendait ça. Comment vous aviez trouvé ce discours du chef de l'État? Ça résume tout ce qu'il a promis pour ce pays. Vous savez, je l'ai dit ici, nous avons fait l'inventaire de ce que le président Félix Tshisekedi a dit depuis qu'il est venu au pouvoir, qu'il s'agisse de la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'il dit « le pays est mort ». Donc, mais chaque fois... Mais les gens avaient à tort ou à raison avec critiqué ça, et pourtant il avait dit la vérité. Oui, donc la mort d'un pays, c'est lorsque tous les secteurs vitaux sont anéantis. Notamment la santé, l'éducation, l'environnement. Oui. Mais c'est ça, c'est la mort d'un pays, puisque ça ne fonctionne pas. Il avait raison. Ce n'est pas la mort des respirations comme ça. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison, et on le voit encore jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, dans un pays où on n'avait pas construit d'hôpitaux, bon, ici à Kinshasa, il n'y avait que Mamayem ici, mais hérité de quelle année? De 1900, pépette quoi. Vous voyez? Ben, aujourd'hui, je crois que... On a modernisé, hein. C'est devenu maintenant les centres hospitaliers. Voilà, je suis passé par là, j'ai vu vraiment les bâtiments. Je suis allé aussi du côté de Kanchachi. Oui, l'hôpital de Kanchachi. Je voudrais vraiment voir... J'étais à l'université, puisque je salue au passage le recteur. L'université, l'UPN. Oui, non, l'université de Kinshasa, Lovanium. Oui. Donc, je salue le recteur. Jean-Marie Kayembe. Oui. Qui sort de la même université que moi.
puisqu'il est ancien de Liège. Okay. Donc, voilà. Mais on voit bien qu'il avait raison. Lorsqu'il a parlé, il faut développer les systèmes. Les gens ne comprenaient pas. Ce n'est pas seulement le système politique. Nous, on a fait, chaque fois qu'il y a une idée ici, nous faisons un colloque là-bas. Un relais. Voilà, pour essayer de voir, de disserter, pour aller au-delà de ce que les propos disent. Donc, quand il a parlé de... C'est ça le rôle de l'intellectuel, de l'élite congolaise. Nous le faisons en principe, systématiquement. on devrait faire ça. Mais malheureusement, non. Malheureusement, il y a d'autres qui sont dans un sommeil profond. Profond, oui. Et on veut amener tout le monde dans cette léthargie-là. Vous voyez que chaque fois qu'il donne une idée, il est humain, il donne une idée, mais est-ce que derrière, est-ce qu'il y a des laboratoires? C'est comme il avait dit, il veut faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Et qu'est-ce que les gens ont interprété? Mais il faut que chacun, dans son domaine, puisse capitaliser cette parole du chef de l'État. Moi, je suis de l'éducation, quoi ça dans le domaine de l'éducation. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces domaines égalent les domaines de l'éducation de l'Allemagne? Mais malheureusement, c'est passé comme ça. Les gens n'ont pas capitalisé. Non. Les gens ont cru que c'était une façon que ça doit se décréter comme ça. Non, c'est pas ça. Comme la baguette magique. Quand il a dit l'Allemagne d'Afrique, ça veut dire quoi? L'Allemagne, il y a un concept qu'on appelle la qualité totale. Mais ça passe par l'instruction. Ça passe par l'éducation. Il faut qu'en sortant du système éducatif, on soit capable de continuer à faire ce qu'on appelle l'éducation permanente pour se développer personnellement. Mais il faut aussi qu'on soit capable d'initier des choses, d'appliquer les compétences au travers des pratiques. Il faut que ça se voit. Il faut que, quand on parle de l'esprit allemand, c'est aussi dans le domaine de l'environnement. En fait, ce n'était qu'un cas, un exemple qu'on a cité. Mais il fallait que les gens comprennent que c'est dans ce sens-là. C'est ça, justement. Et même quand on parle qu'il faut qu'il y ait des millionnaires congolais. Mais ici, tout ça, c'est parce que ça fait l'objet quand même de réflexions. Oui. Alors, on a dit, mais comment est-ce que les gens peuvent penser que pour devenir riche en RDC, il faut faire de la politique? Mais vous avez menti au peuple. La politique, ce n'est pas amener les jeunes dans des matinées politiques toute la journée. Vous voyez, tout ça, nous stigmatisons. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Les jeunes... Et puis, avec l'idée derrière que si vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes DG, vous devenez riche. Mais c'est de l'argent que vous volez. Oui. Ce sont ce que nous appelons des antivaleurs. Oui. Mais devenir millionnaire, c'est-à-dire entreprendre. Et là, nous disons, il faut qu'on mette en place des outils, des mécanismes par lesquels on peut accéder facilement au crédit. On peut oser entreprendre, je le sais, puisque moi-même je suis entrepreneur. Vous voyez? Oui. Donc il faut oser, et il faut prendre des risques. Vous voyez? Donc c'est ça l'esprit de chef de l'État. Mais lorsque derrière, il n'y a pas de gens qui peuvent expliciter la pensée, donc ça crée un fossé. On détourne maintenant, ça devient on tourne ça en bourri, en dérision. Comme si ça devient un slogan. Un slogan. C'est ça justement. Vous voyez que dans tous ces domaines, y compris maintenant quand nous parlons de ce deal, nous parlons les conséquences de son combat sur... il faut ramener la paix. Mais une paix, il ajoute toujours une paix véritable. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut que tout Congolais, là où il est, se sente responsable de la paix. Vous savez, vous avez été en Europe. Quand vous êtes en Suisse, tous les Suisses, les Suissesses, sont des agents de sécurité. Hein. Oui. Vous arrivez aujourd'hui, on doit dire, il y a tel qui est arrivé à tel endroit. Oui, oui. Donc on n'attend pas seulement que la police... Il est logé à tel endroit, oui, etc. Oui. Vous voyez? Parfois, donc, on surveille même vos mouvements. Et comment vous pouvez expliquer? Dites-moi, nous, à l'extérieur, on n'a pas bien compris ça. Ça, je l'ai dit, puisque nous sommes dans une émission quand même qui a une grande audience. Donc, comment voulez-vous que le pays est attaqué au grand jour? Donc, tout ce qu'on faisait avant, je dis bien, ça fait 30 ans que ça existe. Ça fait 30 ans. Et lorsque nous, de l'Europe, on voit bien le président de l'Assemblée nationale, au perchoir, Papa Mbosso, je l'appelle Papa puisque je l'ai connu. Ouais, vous avez raison, voilà. Même des personnages. Voilà. Et quelqu'un comme ça qui regarde ses collègues dans les yeux. Donc là, on n'était pas à ce stade, qui dit, mes collègues, je vais les dire, sortez des groupes armés. Mais quelqu'un qui a cette expérience. Il avait raison. Hein? Mais il avait raison. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il ne pouvait pas dire ça
comme ça au hasard. Il avait des éléments. En tant qu'ancien politicien, nous l'avons connu, on était membres, on parlait déjà de Viembo, à l'époque de Maréchal Mobutu. Oui. Mais il avait raison. Et aujourd'hui, on nous attaque au vu au grand jour. Mais il y a des voix à l'intérieur qui veulent justifier l'injustifiable. Et ça, on dit, on ne peut pas accepter. Ce n'est pas possible. Les Congolais de l'étranger, c'est pourquoi on a marché. On a marché parce qu'on se dit, donc, dès l'instant que le pays est attaqué, on doit taire les divisions. Quel que soit, il n'y a rien qui peut justifier l'attaque. Donc, on vous agresse, on viole le pays au grand jour. Et puis, vous trouvez des raisons atténuantes. Ça ne peut pas se faire. En France, ils ne le feraient pas, puisque là-bas, ils chantent Cocorico. Vous savez, ceux qui avaient trahi la France, le mot là, collabo, c'est à partir de Vichy, de Pétain. Oui. Vous voyez? Donc, vous collaborez avec l'ennemi, mais il faut qu'on fasse de vous un paria, quelqu'un qu'on doit rejeter, qu'on doit jeter. Mais vous voyez bien que, même encore là, le chef de l'État apparaît de l'extérieur comme étant quelqu'un qui est entré justement dans l'enfer pour faire sortir le pays qui était déjà mort. Dans un trou profond. Dans un trou profond. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je dis, tout ce que nous disons, certainement il peut y avoir des erreurs, comme tout le monde les commet, mais je pense que le moment est venu où nous devons d'abord nous mobiliser et bouter l'ennemi dehors. C'est pourquoi ce discours-là parlait de l'intangibilité de nos frontières héritées de la colonisation, parlait de l'intégrité territoriale. Et puis, nous devons nous regarder les yeux dans les yeux, comme disait Franco, puisqu'entre nous, mais l'ennemi des Congolais apparaît de l'extérieur comme étant le Congolais lui-même. Mais y compris même dans les domaines, j'ai entendu là, on a publié une loi, non, je ne sais pas si c'est une loi bien intégrée, comme quoi l'étranger ne peut pas exercer le petit commerce. Oui. Mais qui va donner la béquille à l'étranger? La loi existait déjà depuis 1973. Mais à un moment, il y avait un moratoire, il y avait une ouverture pour dire que les étrangers pouvaient le faire. Mais maintenant, le moratoire a pris fin avec l'arrivée de Daniel Moukoko à la vice-primature en charge de l'économie. Alors, le petit commerce doit impérativement revenir aux Congolais. Nous avons salué. Les étrangers s'occupent je vais dire quoi, vente en gros. En gros, et les Congolais font les détails. Oui. Oui. Mais alors, ça, nous avons applaudi. Vous voyez bien que nous suivons l'actualité. Il faut suivre, il n'y a pas de critère pour aimer son pays. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? Nous allons dire au ministre Moukoko, c'est bien de dire ça, mais derrière, il faut qu'on mette... Je dis bien, le problème dans ce pays, c'est qu'il y a de bonnes intentions, mais il faut mettre aussi des moyens pour ça. Si vous voulez qu'on ait de nouveaux syndicats d'Okolo, qu'on ait de Kisombe, de ce que nous avons qu'on a à l'époque, des Kindwelo, des Papa Jano Bemba. Voilà, Jano Bemba, des Papa André Motors, tout ça. Oui. Mais il faut qu'il y ait des outils, qu'il y ait des banques qui puissent accompagner les Congolais. Qu'il y ait ici même, c'est que nous dénonçons, parfois il y a des institutions qu'on met en place, mais les Congolais lui-même, parce qu'il n'est plus vertueux, il détourne toujours tout ça vers des mauvaises pratiques. Allez, on revient au discours du chef de l'État hier à la tribune des Nations Unies. Il a parlé notamment de cette guerre d'agression dont est victime la RDC. Il a dénoncé qu'il faut mettre en application la résolution 2773. Oui. Il a raison. Vous voyez que chaque fois, il gagne des petites batailles. Chaque fois. On avance. On est dans un processus. Et vous appelez ça des petites ou des grandes batailles? Non, mais parce que sa diplomatie, depuis que Tshisekedi est à la tête de ce pays, la diplomatie congolaise paye. Aujourd'hui, oui. la voix congolaise est entendue dans les concerts des nations. C'est parce qu'il ne se précipite pas. Oui, quand je parle de petits, c'est les pas. Ah, ok. Vous voyez, okay. Avant d'arriver à 10, il faut passer par 1. Oui. C'est pourquoi nous avons aussi dit qu'il n'est pas bien compris par la population. Donc aujourd'hui, on arrive à la résolution. Mais il y a 2 ans, on pensait que c'était inatteignable. Oui. C'est pourquoi, à un moment donné, il voyage beaucoup. Et puis on lui a même critiqué cela. Mais c'était pas... Des voyages payants aujourd'hui. Donc, c'est par méconnaissance du rôle d'un chef de l'État. Mais c'est lui le premier chargé des relations publiques. C'est lui. La diplomatie, c'est lui. Parce que quand il va, il vend le pays. Et la RDC aujourd'hui est
la vice-présidente au niveau de cette session de l'Assemblée nationale, que j'ai dit moi, l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc si le président est empêché, c'est la RDC qui chapeaute. C'est déjà un pas. La RDC est pays membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ça paye cette diplomatie, non? Est-ce qu'il y a 5 ans, est-ce qu'on pouvait parler de ça comme ça? Utopie. C'est pourquoi nous avons dit que sa diplomatie, c'est lui-même d'ailleurs qui l'a dit, c'est une diplomatie de petits pas. Mais il avance. Parfois, on a l'impression qu'il devait aller trop vite. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit non. Il y va vraiment à petits pas, mais d'une manière tout à fait sûre. Vous croyez que cette guerre va finir? La guerre finit toujours. Celle-ci, elle va finir. Même la guerre des 100 ans est finie. Vous voyez? Nous croyons pourquoi? Avec Jeanne d'Arc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience nationale. Ça, c'est vrai. Vous savez qu'il y a quelques années, les Quinois ne pouvaient pas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe de mauvais à l'Est. Donc, elle va finir pourquoi? Parce qu'il y a un leadership. Il y a quelqu'un, vous voyez même dans la Bible, on disait non, pour qu'on puisse gagner, il faut que les bras de la ville soient soutenus par les autres. Donc, il faut que tout le monde soit derrière le gouvernement, derrière le chef de l'État, mais il faut aussi que nos gouvernants fassent ce qu'il faut pour privilégier l'intérêt national. Dans tout. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État qui avait dit qu'il y a un problème ici de corruption. Il a dit qu'il va en guerre contre la corruption. Mais quand on parle de cette corruption, c'est tentaculaire. C'est tentaculaire. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par ce que nous appelons, il faut qu'on crée l'école de la patrie dans ce pays. L'école de la patrie... Vous êtes nostalgique? Non, ce n'est pas... Ah oui, vous pensez à quoi? Makanda Kabobi. Mais non, Makanda Kabobi. Oui, non, Makanda Kabobi, c'était l'école de la patrie. L'école du parti. Du parti. Ouais, ici, vous parlez de l'école de la patrie. De la patrie. Ok, il y a une nuance. Mais oui, mais Makanda Kabobi, c'était il faut apprendre le mobutisme. Oui. Mais ici, on dit non. Il faut que... moi j'ai été reçu par la cellule présidentielle qui s'occupe des changements de mentalité. Quand on m'a posé la question, j'ai dit, écoutez, changement de mentalité pour moi, c'est un slogan. Alors on m'a dit, mais pourquoi, M. Boutier? J'ai dit non. Changement de mentalité, ça doit être la résultante. C'est-à-dire quand on sort du moule, au travers des pratiques, on doit voir que vous êtes vertueux. En ce moment-là, on peut comprendre. Puisque changement de mentalité, lorsque nous voyons, vous voyez comment le pays, la Kinshasa, l'insalubrité, quand on voit dans le comportement des Wewa, quand on voit le comportement de ceux-là qui sont là pour servir. Les taxibus. Les taxibus, pas seulement. Vous voyez bien qu'on a toujours l'impression de frapper seulement ceux qui sont au bas de l'échelle, mais je dis bien que ça gangrène toute la hiérarchie. Vous voyez ça? Oui. Donc on dit non. Mais il faut qu'on puisse repenser l'éducation. Ça, c'est vraiment un pédagogue qui parle. Il faut qu'on puisse repenser ça. Il faut que dès le bas âge, qu'on puisse inculquer dans les têtes de nos membres, des Congolais, qu'il faut travailler. C'est le travail qui produit. C'est le travail qui anoblit l'homme. C'est le travail, y compris, puisque pour l'élève, moi je suis parent. Je suis parent, mes enfants ont eu la chance d'étudier dans de meilleures écoles là-bas. Parce que j'ai des enfants qui sont aujourd'hui, qui ont fait de grandes études. Donc, mais je sais que dès le bas âge, on leur dit il faut travailler. Quand on dit il faut travailler, c'est-à-dire il faut faire les devoirs. Il faut aller travailler. Tu n'as pas travaillé. Hein? Déjà, ce mot-là, c'est-à-dire savoir qu'il faut fournir l'effort pour avoir les résultats. D'où on doit bannir la corruption, très bien. On doit bannir la tricherie, très bien. On doit bannir tout ça. Allez, l'actu dans notre pays, c'est aussi cette pétition des honorables députés pour faire partir 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Mais bien avant l'examen de cette pétition, vous aviez suivi avec moi qu'il y a 2 membres de l'Assemblée du bureau qui ont démissionné. En l'occurrence le président Vital Kamerhe, qui est président de l'Assemblée nationale, et Madame Dominique Mounongo, qui est la rapporteure adjointe au niveau de l'Assemblée nationale. Comment vous aviez trouvé ces démissions
ou ce processus engagé par les honorables députés pour des choix, quelques membres du bureau. Monsieur le directeur, vous savez ici... Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ça me fait rire parce que on dramatise des choses. Est-ce que vous savez qu'en France, le gouvernement est tombé? Oui. Mais c'est les règles du jeu. Mais on n'en fait pas tout un pataquès, ce n'est pas possible. C'est pas sorcier. Oui, ce n'est pas sorcier. Donc, si quelqu'un démissionne, mais c'est aussi une forme d'élégance. Le gouvernement de M. Bayrou. De M. Bayrou. Oui. Donc, mais chaque fois en France... Donc c'est un non-événement. Un non-événement parce que c'est le jeu même de la démocratie. Et lorsque le président de l'Assemblée, que je connais, démissionne, il démissionne, oui, c'est à son honneur. Puisque quand on démissionne en France, on accepte la démission. Puisque quelqu'un a des... Il sait pourquoi. Mais maintenant, quant au fond, nous, on ne peut pas se baser sur les spéculations. Les pétitionnaires doivent avoir argumenté leur pétition. Et si vraiment les deux personnes ont jugé bon de ne pas aller jusqu'au bout du processus, mais c'est à leur honneur. Vous voyez? Maintenant, si les autres vont affronter leurs collègues, puis c'est entre eux, on appelle ça chambre. Vous voyez? Oui. Et tout se passe dans la chambre. Discussion de chambre. Mais oui, des chambres. C'est la chambre basse, on dit que c'est une chambre. Donc, laissez-les discuter dans leur chambre. C'est comme quelqu'un dans la dispute dans le foyer. Mais après, les gens peuvent savoir qu'est-ce qui s'est... Allez, on tend vers la fin de cette émission, Monsieur Jean Boutier. Est-ce que vous vous attendiez à une question à laquelle j'allais vous la poser, mais je ne l'ai pas fait. S'il y en a une, c'est laquelle? Parce qu'on termine déjà l'émission. Vous savez, vous avez, étant chevronné de la plume, vous avez balayé l'actualité. Puisque il fallait qu'on parle de l'actualité. On ne pouvait pas tout dire, on ne pouvait pas tout envisager. Moi, je vous suis très gré à ce sujet-là. Et tout simplement, on a parlé de Congolais de l'étranger, dont je suis un des leaders au niveau de la France. Et ça m'a donné l'occasion de faire le plaidoyer pour que le gouvernement mette en place une politique qui intègre vraiment les Congolais de l'étranger, qui mettent en place des mécanismes, des outils pour que ces derniers apportent plus que ce qu'ils apportent aujourd'hui au pays. C'est leur contribution au développement. On aurait pu parler aussi de tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, puisque j'ai entendu encore, il y a un gouverneur qui a chassé les Chinois dans les domaines, dans les secteurs miniers. Parce que quand on est là, on zappe un peu sur toutes les chaînes pour, capter les informations. Il faut être outillé. Donc, vous voyez que ça va au-delà. Comment, dans un pays comme celui-ci, un étranger peut venir faire la loi? Mais non, nous, on ne fait pas la loi en France. On doit obéir aux lois françaises. Vous voyez ça? Donc, nous, c'est que peut-être parler de... On n'a pas eu le temps de parler quand le chef de l'État a parlé que la justice était malade. Puisque pour nous, tout ce que nous disons, même les codes de la patrie, mais a comme sous-bassement la justice. Oui. Il faut que la justice... Sinon, vous voyez, c'est l'impunité. Très bien, on aura d'autres occasions pour en parler, M. Jean Boutier. Laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Autant je vous dis merci, je dis également merci à l'équipe technique qui nous a permis d'atteindre les téléspectateurs chez eux à la maison sans aucune disposition protocolaire. Équipe technique chapeautée par M. Kabea, le réalisateur. Je dis merci également aux téléspectateurs qui ont suivi cette émission et nous aurons l'occasion de les retrouver prochainement avec un autre numéro. Laissez-moi vous dire merci et au revoir. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup.